Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du deuxième jour du séminaire Medical Hypnosis du HTI, donc de Hypnotherapy Training International, de John Butler, donc à Londres ici. Et jour 2, intéressant. Après, on enlève les problèmes d'organisation, les problèmes de timing, hein, là-dessus ça changera pas. Alors je vous rappelle, première chose, étudier Gilboyne, parce que il faut vraiment que je fasse plus de vidéos sur le boulot de Gilboyne, il faudrait que je vous fasse des démos, etc. etc. Parce que je pense que ça peut vraiment nous apporter, maintenant que Hellman est à peu près accepté en France, en tout cas on en parle, ça se développe, etc. Ça serait bien de passer à Gilboyne et de se dire tiens, il y a aussi Gilboyne et c'est intéressant. Donc là, dans la journée 2, une journée qui a été où on a fait pas mal de pratiques. Après, c'était pas des méga pratiques passionnantes dans le sens où c'était des mises en transe. Et après, comme je vous disais hier, ce que je suspectais, faire une thérapie des parties avec les douleurs, faire parler les douleurs, les malaises, les malaises. En tout cas, il y a eu des infos, il y a eu de la biologie, il y a eu pas mal d'éléments, donc c'était plutôt cool. Alors, voilà ce que j'ai noté. Moi, j'ai été surpris d'une chose dès ce matin. En fait, on bossait sur l'état SDL. L'état SDL qu'on va rebosser, je crois, jeudi. Pour notamment les opérations et autres. Et quand lui fait une induction Hellman, il continue jusqu'à SDL. Bon, why not? D'ailleurs, c'est amusant parce que tous les gars qui sont formés dans cette tendance, c'est ce qu'ils font. Par contre, la Hellman, il a diminué vachement. C'est-à-dire qu'ils disent juste, fais comme si tes paupières étaient complètement collées. Une fois que c'est des ok. Ou ferme. Il le fait qu'une seule fois. Double ton état de relaxation. Très bien. Je vais te saisir ton poignet. Une fois que je vais le relâcher, tu pourras doubler ton état de relaxation. Il le fait une fois. Basta. Après, tu vas décompter de 100 à 1. Entre chaque chiffre, tu vas doubler ton état de relaxation. Et répéter. Alors, nous en français, ça donne un peu rien. Mais en gros, sommeil profond, dormir profondément, quoi, ce que vous voulez. Ok, hop, 100, dormir profond, 99, 21, 1. Ok, maintenant tout s'efface, tu as plus de chiffres. Est-ce que tu as plus de chiffres? Oui, c'est bon, ok, nickel. Maintenant, on va passer 3 paliers, le A, le B, le C. Ok. Je descends vers le palier A, je descends vers le palier B en doublant, et vers le palier C. Et après, chose qui moi m'a vachement étonné, il fait aucun test catatonique. Donc je lui dis, mais je comprends pas, comment tu peux dire que c'est un SDL alors qu'il n'y a pas de catatonie? Et il dit, c'est compliqué pour que les gens aient un état catatonique, tout le monde peut l'avoir, mais on n'a pas forcément le temps. Ouais, tu m'étonnes, quand l'induction Hellman est ralentie et coupée de chez coupée, et que après les 3 stages, les 3 étapes, allez, sincèrement, 3 minutes, on a emmené le gars officiellement en SDL, c'est logique. Il fait pas d'ancrage, bon ça admettons, mais il fait aucun test. Et après, au contraire, les gars sont tout mous, ça ressemble vachement à du somnambulique. Et j'ai pas compris. Et il me dit non mais c'est parce que c'est un peu long, etc., etc. Et pourtant, cet après-midi, quand il reparle un petit peu de ça, il dit les signes du coma, c'est l'anesthésie automatique. Ok, bon. Sauf que là, ce matin, les 2-3 fois où il a mis les gens en coma, les mecs, il lui faisait une suggestion comme quoi il allait toucher la main. Donc comment on peut savoir s'il est vraiment en SDL, sachant que la base de l'SDL, c'est de ne pas prévenir et de simplement l'état en tant que tel permet de. Donc anesthésie automatique, c'était pas le cas. Incapable de bouger les gros groupes musculaires. Bon, voilà, on n'a pas pu voir. Les petits groupes musculaires non plus. Bon, ça, vraiment, il n'a pas fait de test spécifique. Et il met quand même catatonique, mais il fait aucun test de catatonie. Et il fait pas le test de l'éveil. Sachant que, vu comment les gars répondent facilement à ces suggestions, pour moi, il n'y est pas. Il est dans un somnambulique plus que moi j'appelle écho, éventuellement. Donc ça, j'étais assez étonné. J'ai pas eu plus d'explications logiques par rapport au cheminement. Bon, et lui, il bosse beaucoup comme ça. Donc, je sais pas trop. Alors après, le fait de fermer les yeux, c'est pour vraiment limiter le sens des perceptions. Comme il y a beaucoup de stimulation visuelle, on les limite directement. Voilà, je trouve un retour qui était intéressant.
dire pourquoi on fait fermer les yeux, parce que lui c'est vraiment, il fait parler le partenaire au départ, puis après il dit ferme tes yeux, et il continue à le faire parler mais les yeux fermés. Et justement c'était sur cette notion-là de dire pour éviter qu'il y ait trop de stimulation externe. Et dès lors, travailler plus en interne. Ça a du sens. Même si, je vous rappelle, pour tous ceux qui font du conversationnel ou qui font de l'hypnose les yeux ouverts, c'est pas un problème. C'est juste pour lui moins impactant. On se centre moins. Donc on revient sur les éléments quand on va avoir des problématiques médicales. J'aime pas ce terme-là parce que nous on n'a pas le droit de l'utiliser, mais en tout cas des problématiques corporelles où il y a des douleurs, des malaises et des mal-être. L'importance de la volonté de guérir, en tout cas avoir une vraie dynamique pour aller mieux et avoir confiance dans son inner healer, donc dans son guérisseur intérieur. Et il dit, pour les personnes qui sont dans des cas un peu plus extrêmes, une vraie volonté de vivre, sinon c'est compliqué de bosser avec. Et donc tout ça, bien sûr, c'est au travers du rapport, au travers de suggestions qui sont positives, permettre au partenaire d'aller à l'intérieur de soi, de trouver ses potentiels, mais, et c'est là où je trouve qu'il y a quand même une forme d'honnêteté intéressante, il dit, voilà, il faut réussir à les emmener à être motivés, à croire en eux, etc., mais ne vendez pas du rêve, surtout pas. Bon, il dit qu'il peut y avoir des attentes positives dans l'espoir. Alors, je vais poser la question, mais je croyais que la notion hope and try en hypnose, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, notamment Hellman le disait. Et il dit, ouais, mais néanmoins, on peut l'exploiter, notamment dans le fait qu'il y ait des moments dans la vie où l'espoir est quelque chose d'hyper important. Et donc, jouer avec ce levier-là. Il faut vraiment se poser avec les gens malades physiquement, leurs croyances ardentes et leurs possibilités qui se donnent sont vraiment indispensables à prendre en compte. Bon, là on est vraiment sur des choses où physiquement on est touché. Être toujours honnête, il faut de la confiance, mais il ne faut pas survendre. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme d'habitude, nous devons prendre le plus d'informations. Donc on reste toujours dans cette hypnose très en communication où on veut toujours de l'info. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Comment? Dialogue, dis ça, fais ceci, fais cela. Très en orientation, très directif. Pour avoir des réponses, pour faire parler le partenaire, pour mettre le partenaire en actif le plus possible. À noter, à savoir, alors, l'iathrogénèse. Ah, je connaissais pas. Donc, je vous donne la définition wikipédienne. Iatrogénèse ou iatrogénie est l'ensemble des conséquences néfastes sur l'état de santé individuel ou collectif de tout acte ou mesure pratiquée ou prescrit par un professionnel de santé habilité et qui vise à préserver, améliorer ou rétablir la santé. C'est important de savoir que va y avoir des mauvaises conséquences physiologiques dans une démarche thérapeutique, comme par exemple, il peut se passer en chimio, et c'est intéressant de le savoir pour pouvoir travailler de façon juste en fonction de ce qui est proposé, notamment pour les hypnos qui assistent des gens qui vivent des chimios. Donc on revient à beaucoup de boulot sur la motivation, sur la notion d'être exceptionnel, d'être extraordinaire, en tout cas d'avoir cette capacité, cette possibilité de l'être. Remettre le partenaire dans une démarche de prendre sa responsabilité. Donc on revient beaucoup sur ce qu'on avait en clinical hypnosis. Les gars, ok, il y a des événements, il y a des conséquences, il y a des trucs, mais prendre sa responsabilité par rapport au fait de vouloir aller mieux, au fait de mettre en place une démarche, au fait de se discipliner, au fait d'oser les choses, d'aller et de chercher ses ressources, chercher ses réponses, chercher ses émotions, chercher toutes ces notions-là. Et comme je vous le disais hier, je vous le rappelle parce que je pense vraiment que ça c'est hyper intéressant, le vouloir, l'autoriser, l'accepter et le laisser venir. Ce dont je vous parlais hier qui pour moi est le maître mot en hypnose, en tout cas à prendre en compte. Remettre le partenaire dans une démarche de responsabilité. On doit savoir si ok, bon, en gros après vraiment il insiste sur cette idée là, il faut que le partenaire soit prêt à un mouvement d'avancer, d'évoluer et pas se dire c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, etc. Il faut qu'il y ait en gros une espèce de foi
de croyance sur le process qu'il est en train de mettre en place. Si c'est pas le cas, bah, ça peut être un boulot, un premier boulot. Alors après, c'est toujours compliqué parce que les gens, eux, sont dans une souffrance physique et faire un boulot sur la croyance, de croire au process et pas simplement dire ça ne coûte rien d'essayer, c'est un peu différent et ça peut être compliqué à gérer par moment. Euh... Ouais, là encore, sur un élément d'Esdel où j'ai trouvé que c'était curieux comme feedback, il nous fait. Il dit c'est un état où on va avoir de la sélectivité d'information et de la réceptivité. C'est un peu le contraire de l'Esdel et de l'état Esdel. Bon, là-dessus, quand j'ai commencé à lui poser des questions, il m'a dit on verra ça jeudi. Donc je verrai si je m'en souviens. Euh, Voilà, je remets, mais il me dit bien l'état catatonique en SDL n'est pas forcément une nécessité. Alors ça, moi je ne suis pas du tout d'accord. Si tu fais un SDL et qu'il n'y a pas de catatonie, ce n'est pas un SDL. À la limite, c'est un niveau écho, donc un somnambulique plus, mais pas un SDL. Ah oui, il y a un élément en plus qu'on peut vérifier qui est intéressant à voir, c'est la respiration 8 à 10 par minute quand on est en état SDL. Je ferai le test, je vous le dirai. Euh, il revient sur la notion, donc, pour montrer de la confiance, pour apporter à votre partenaire un maximum justement, de compétences, de confiance en vous, confiance dans la figure d'autorité, etc. De bien montrer que vous êtes le boss, que c'est vous qui gérez, qui drivez, qui est orienté, et que lui, c'est, moi je reprends ma sémantique à moi, votre partenaire, et il est là pour taffer avec vous, et qui peut vous faire confiance. La notion de figure d'autorité là est importante et c'est vrai que pour les médecins, les infirmiers et autres, la blouse blanche, super, c'est un méga plus. C'est à vous de calibrer si c'est bon ou pas pour la session. Ah oui, alors il disait en termes de temps, donc moi j'ai fait une session avec lui, là ça a duré 2h10 la session. Et donc les gars en feedback disaient mais en termes de temps comment tu fais parce que là 2h10 c'est quand même beaucoup. Il dit ouais et en plus j'ai coupé parce qu'on devait aller déjeuner, il était déjà 1h50 et il dit sinon j'aurais facilement fait une demi-heure de plus. Donc presque 3 heures pour une session. Pour une session, alors pour moi et je lui avais dit bah ce qui peut être intéressant peut-être d'un point de vue médical c'est revenir moi sur la problématique que j'avais eu du cancer et voir où est-ce que ça nous drive, etc. Sachant que l'ayant travaillé quand même pendant 1 an et demi tout seul pendant que j'avais mon cancer, j'ai quand même fait émerger 2-3 trucs, donc on est retombé sur les choses que j'avais émergées, que j'ai travaillé même en poste avec mes psys et avec moi-même en auto-hypnose. C'était intéressant de le vivre à l'intérieur, c'était quelque chose que je voulais faire, je l'avais déjà fait donc avec d'autres praticiens. Là, je voulais voir comment lui, de l'intérieur, comment on vivait le truc. On retrouve les routines dont je vous avais parlé en clinical hypnosis. Bon, moi, j'avais pas spécifiquement de douleur ni quoi que ce soit, donc on est plus retourné sur cette notion-là. J'ai pas vu de spécificité hypnose médicale à ce moment-là. On était dans la thérapie des parties, des retours en régression spontanée et orientée, de l'induction, de la suggestion, du recadrage, du très classique, du sympa, hein, classique. Un chouïa long, même pour moi, à l'intérieur, au bout d'un moment, on repart sur un thème que j'aimais, et là j'entends, ouais, ok, bah parle-nous de ça, imagine tu es lui, qu'est-ce que tu fais, etc. Tu sens qu'au bout d'un moment, même toi qui aimes bien être dans la transe et bosser sur toi, ça commence à devenir un peu long. C'est pour ça que je suis pas du tout pour les sessions qui durent longtemps. Je sais qu'il y a des praticiens qui font des sessions de 3 heures. Why not? Je trouve que pour quelqu'un qui déjà a l'habitude de travailler sur lui tous les jours en auto-hypnose et qui en plus est suivi en thérapie comme je peux l'être, me taper une session de 2 heures, je trouve ça super long, voire au bout d'un moment ça devient un peu relou. Donc pour quelqu'un qui est néophyte, qui bosse un petit peu sur lui, je trouve que c'est carrément disproportionné. Mais bon, ça reste mon point de vue. Après, bien sûr, chacun a sa vision des choses. Par exemple, donc il y a eu des questions par rapport à la session qu'il m'a faite. Et moi, il n'est pas retourné à un ISE, donc vous vous souvenez, je vous ai expliqué ce que c'était, c'est initial, voilà, l'émotion et le sentiment est initial qui, euh, qui a été, qui a émergé. Je suis arrivé sur une autre scène à un moment donné de ma vie, qui est une émotion secondaire.
Et on a travaillé au travers de ça. Donc il y a eu la question, bah, pourquoi tu n'es pas remonté avant 6 ans, etc. Il dit, bah, on sent que c'est un pattern qui a été remis en place et on peut travailler correctement. Alors là, c'est intéressant parce que Gilbon, lui, apparemment, disait pas vraiment ça. Il disait, ah non, il faut aller sur l'initial. Lui, il nous dit qu'on peut travailler sur le secondaire et qu'on n'aura pas forcément besoin, si on le fait bien, de travailler sur l'événement initial. Là, je vous avoue, là encore, je suis pas tout à fait d'accord, mais il a peut-être plus d'expérience sur ce principe Boynien que moi. Et qu'Albanian, à l'époque, m'avait dit, non, non, c'est l'initial. Et Banyan, bah, on avait bossé pareil sur. C'était pas le cancer, mais c'était sur la colère, mais vu que de toute façon l'un et l'autre sont intriqués, et ben lui m'avait fait remonter vraiment et tenter d'aller me faire revenir sur l'initial. Donc c'est intéressant de voir la différence de discours. Ça nous laisse, nous aussi, en tant qu'hypno, une vraie réflexion. Ok, est-ce que vraiment je dois m'imposer à être à moins de 5 ans? Moi, c'est ce que je pense, mais. Et retrouver la notion initiale, quitte à remonter en entraînement de terrain. Ou est-ce que travailler sur du secondaire, s'il est bien fait, pourrait recadrer l'initial, qui est en fait une résurgence du pattern, tout simplement, le secondaire. C'est à voir. Moi, je suis moins ok, mais voilà, quelqu'un qui a 40 piges d'expérience dit que on peut, même si, il le dit lui-même, hein, c'est toujours peut-être mieux d'aller voir l'ISE. Voilà. Donc, le travail là en médical, bien sûr qu'on va travailler sur le corps, mais très rapidement on va tenter d'aller faire des liens avec l'émotionnel, ce que ça peut représenter d'un point de vue symbolique, et surtout revenir sur l'émotionnel et tous les liens, le stress, les colères, les tristesses, les peurs, les anxiétés, etc. Que ça crée, que ça révèle pour peut-être remonter sur des histoires de vie, régression, sur des parties de soi, ou des parties qu'on a intégrées de nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos expériences de vie, qui sont devenues des partitions de nous-mêmes, et on va bosser avec ça, dans un modèle que nous on appelle en hypnose boynienne gestaltiste, mais c'est pas vraiment de la gestalt. Alors, question qui a été intéressante à un moment donné, suite à ma session, bon, très clairement, il faisait du contre-transfert sur moi. À plein de reprises, il a dit oui, mais moi aussi, j'ai vécu ça. Alors tu pourrais te dire stratégiquement, tu le fais, mais vu qu'il nous en a déjà plusieurs fois parlé de sa jeunesse et de certains trucs, notamment avec l'agressivité et la colère, il était clairement dans un rapport transférentiel, contre-transférentiel. Bon, c'est pas vraiment problématique dans l'absolu, mais quelqu'un lui a fait remarquer et lui dit et si c'est le cas et que tu es en plein contre-transfert et que tu es en train de donner toi tes réponses à toi ou les orientations qui te parlent. Et il dit bah oui, effectivement, ça peut arriver, je tente de pas le faire, mais ne pas trop projeter. Mais dire que j'y arriverai à 100%, c'est faux. Et faut aussi admettre que bah on va avoir des failles. Donc c'est là où moi je vous rappelle, à nous petits hypnos de notre petit niveau, se dire on se fait suivre par des thérapeutes, on fait du travail sur soi, et même en faisant tout ça, on risque de faire parfois de la merde. Et c'est pas grave, faut aussi l'accepter, ça fait aussi partie de notre process pour s'améliorer, pour avancer, pour être un meilleur praticien au quotidien. Donc après on a fait pas mal de bio sur notamment tout ce qui était problématique cardiovasculaire et ce qu'on peut faire en hypnose, donc notamment pour les problèmes artériels, la pression sanguine, les attaques, les occlusions, les hémorragies, les blood flow, le travail sur les hormones après, et après bon sur les trucs basiques de visualisation, sur les artères, sur les cellules, etc. etc. Donc là, il nous a donné un petit peu un spectre sur certains aspects, c'était assez intéressant, et on a fait également de la pratique, où alors là, le thème, je pense qu'ils sont passés à côté, parce qu'en fait, il y avait John et sa femme, et je crois qu'elle est partie sur un truc, et John est arrivé après, parce qu'il était à Bourg, et ça fait que c'était pas du tout, bah, ça avait aucun sens par rapport à ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Mais bon, en gros, partir sur une douleur, et puis bah, après, advienne que pourra, on a fait nous une session. Maintenant, on s'est fait une petite team de gars qui avons un peu d'ancienneté. Comme ça, on fait des vraies sessions et on voit, et puis ils passent partiellement, donc parfois ils nous disent ah mais pourquoi t'as dit ça, etc. Mais vu que tu sais pas le début, c'est un peu compliqué, c'est toujours le problème. Mais bon, c'est intéressant, ça nous permet de nous vivre des sessions, ça nous permet d'en faire. En anglais en plus, c'est toujours sympa. Donc voilà. Donc voilà pour ce jour 2.
Plutôt cool, hein, sympa. Bon, c'est certainement sympa parce que j'ai passé 2h10 à taffer sur moi. Euh, hum, ça avance bien. Je trouve que là, il a vraiment du rythme, hormis. Bon, il y a des moments où on comprend pas trop où est-ce qu'il veut aller, que les exercices parfois ils sont pas bien en lien, on sent que ça mismatch. Mais bon, on va, euh, on va voir ça sur les jours à venir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, on va essayer de. Ouais, je vous en parlerai si le projet arrive en bon. Et ça s'appelle un bon teaser. J'ai un projet, et peut-être qu'avec John Butler, il sera possible de le faire. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Ciao.